Bonjour, donc dans notre émission Se soigner en France, aujourd'hui nous avons la chance d'avoir comme invité le docteur Jean-Paul Hamon, qui est le président de la Fédération des médecins de France et qui mène un combat à la fois sincère et dans la mesure du possible, le plus possible efficace, de manière à ce que nous puissions garder un mode de santé tout à fait convenable en France, tel que nous l'avions auparavant, que nous l'avons encore aujourd'hui, et que l'immense majorité des patients, quelles que soient les pathologies dont ils souffrent, puissent avoir les meilleurs soins dans notre pays. Alors, le docteur Hamon, bonjour. Bonjour. Le docteur Hamon vient de sortir avec Daniel Rosenweg un livre édité chez Albin Michel qui s'appelle La fin de notre système de santé. Point d'interrogation. Est-ce réellement la fin? Donc c'est quelque chose qui peut, dans la première partie du titre, qui peut paraître un petit peu pessimiste. En fait, non. Jean-Paul Hamon propose un certain nombre de solutions et en plus qu'en annexe, donc la fin de notre système de santé, point d'interrogation, c'est-à-dire que tout le monde y perd, en fait pas tant que ça, le trou de la sécu fait aussi des heureux. C'est-à-dire que dans ce livre, vous dénoncez quelques petites déviances qui, contrairement à ce qu'on a l'habitude, des grosses, mais contrairement à ce que l'on a l'habitude d'entendre, ne viennent pas des petites grand-mères qui prennent un peu trop de médicaments ou des praticiens qui ont tendance à prescrire un petit peu trop de médicaments. Et comme par hasard, ça serait un petit peu ça, le trou de la sécurité sociale. Donc, je suis à notre bavard, je vous laisse la parole, de manière à nous décrire un petit peu ce que vous dénoncez et aussi ce que vous souhaiteriez dans le cadre de votre ouvrage. Alors l'idée de ce livre est née naturellement du projet de loi santé de Marisol Touraine, qui incontestablement va finir de détruire le système de santé. Et pour nous, il était impératif que ça sorte avant la discussion sur la loi. C'est arrivé alors que la loi arrivait au Parlement, après son passage en commission des affaires sociales. Et on démontre que le déficit de la sécurité sociale de 12 milliards n'est pas une fatalité si on a le courage de s'attaquer à l'industrie pharmaceutique qui, en France, dépense 12 milliards de plus que les Allemands et que les Italiens. Si on a le courage de modifier l'usage de l'hôpital, on avait eu un petit espoir quand Jean-Marc Ayrault était allé à Grenoble dire que l'hôpital ne devait plus faire que de l'hôpital, ne devait plus faire ce qui pouvait être fait en ville. Malheureusement, ça n'a pas été suivi des faits et Jean-Marc Ayrault est retourné à ses affaires nantaises. Et on voit bien que l'hôpital, là aussi, on dépense 25 milliards de plus en hospitalisation que les Allemands et nous avons 40% de lits supplémentaires par rapport à la moyenne européenne. Donc, il y a d'un côté 25 et 12, ça fait 37. Quand on sait qu'en plus les mutuelles, les assurances complémentaires ne rendent pas chaque année 5 milliards aux Français, on se dit qu'il y a de la marge, sans compter aussi que la sécurité sociale, qui s'est fait épingler par la Cour des comptes pour dépenser, qu'il accuse de dépenser 3 milliards de plus qu'il ne devrait en frais de gestion, et qui se pique de faire de la santé avec les boutiques santé, les coachings santé, les dispensaires qui ne servent à rien, et les opérations Sophia, Prado, Sophia pour surveiller les diabétiques, les hypertendus, les asthmatiques, pendant que nous, médecins, on va nous obliger à faire de l'administration avec ce tiers payant généralisé, on se dit que le pays marche un peu sur la tête. C'est le monde à l'envers en fait. C'est le monde à l'envers, c'est-à-dire que la sécurité sociale, au lieu de gérer et de réduire ses frais de gestion, dépense davantage d'argent pour faire de la santé, et alors on demande aux médecins de faire de l'administratif avec le tiers payant généralisé. Donc on voit bien qu'il y avait des marges et que, mon Dieu, le courage politique manque singulièrement, et on le démontre dans le livre, avec toute cette gabegie, ces prix de médicaments qui sont fixés de façon anormalement élevée. On voit les nouveaux anticoagulants oraux qui coûtent 6 fois plus cher que les anciens antivitamines K,
sans aucune amélioration du service médical rendu, avec un service médical rendu. Vous savez, quand on met un médicament sur le marché, on détermine quelle est l'amélioration du service médical par rapport aux anciens. Et là, on lui a donné le chiffre 5, c'est-à-dire le pire, ça n'améliore pas. Et bien, malgré ce chiffre bas, on a fixé le prix à 6 fois le prix des anciens anticoagulants. Et ça coûte déjà 400 millions à la collectivité, donc ça coûte 400 millions par an depuis 2 ans, 800 millions, et ça va coûter 1 milliard par an, car la cible, ce sont les accidents vasculaires cérébraux dans le cadre des troubles du rythme cardiaque. 1 million de patients potentiels. Donc on peut s'interroger sur la façon dont le gouvernement actuel, parce que ça c'est arrivé sous le gouvernement actuel, a laissé fixer un tel prix. De la même façon qu'on peut s'interroger sur la lenteur avec laquelle le gouvernement a mis sur le marché l'Avastin, qui permet d'économiser 400 millions là aussi par rapport au Lucentis. Eh bien, elle a mis 3 ans, la ministre a mis 3 ans à mettre l'Avastin sur le marché, alors que les Italiens l'ont mis sur le marché depuis maintenant 4 ans, et ont collé une amende de 182 millions d'euros aux 2 laboratoires, aux Novartis et Roche, qui incontestablement s'était bien entendu sur ça, et Matteo Renzi était tellement furieux qu'il veut continuer l'amende et qu'il veut arriver à 1 milliard d'euros d'amende. Et nous, pendant ce temps-là, on finit au bout de 3 ans à mettre l'Avastin sur le marché, et moi qui le dis à chaque réunion où j'ai l'occasion de rencontrer les ministres publiquement, soit au compte de la santé, soit au compte de la sécurité sociale, on est venu me dire poliment que oui, que j'étais généraliste et que j'avais du mal à comprendre les difficultés juridiques qu'ils avaient à mettre l'Avastin sur le marché. Alors la dernière fois, j'ai quand même dit, Madame la ministre, si vous pouviez envoyer vos juristes faire un stage en Italie, parce que les Italiens ont mis le médicament sur le marché depuis maintenant quelques années, ce serait peut-être bien. Donc on voit bien que là, depuis que Marisol Touraine est aux affaires, elle a fait 3 milliards de cadeaux à l'industrie pharmaceutique. Et on dépense 12 milliards de plus. Et de la même façon que les gens qui s'entassent dans les urgences, 12 millions de passages, l'IGAS a estimé même que c'était 15 millions, mais nous on pense que c'est 12 millions parce que l'IGAS estime que les gens qui rentrent à l'hôpital et qui sortent le soir n'avaient rien à y faire. Ça veut dire quand même que, bon, bien souvent il y a des pathologies lourdes qui nécessitent une hospitalisation, mais là il y a 12 millions de pathologies qui n'ont rien à faire aux urgences. Eh bien, le mode de financement des urgences fait qu'à chaque passage, le directeur de l'hôpital touche 250 € via les missions d'intérêt général, c'est-à-dire les MIGAC. Ça coûte 3 milliards à la collectivité et ça n'encourage pas les urgences à fermer les portes et à faire la moindre régulation. Donc ils ouvrent grand les portes, les gens attendent 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, et pendant ce temps-là, il y a des pathologies qui n'ont rien à faire aux urgences, qui pourraient être vues en cabinet de ville. Et en transférant ces 3 milliards que ça coûte à la collectivité, on pourrait largement donner les moyens aux urgences de prendre dans de bonnes conditions ce pourquoi elles sont faites, les urgences vitales, et permettre aux médecins de ville d'accueillir correctement les pathologies qui n'ont rien à faire aux urgences hospitalières. Donc on voit bien que le début de la réforme de l'organisation hospitalière devrait commencer par là. Mais visiblement, on n'en prend pas le chemin. L'urgence, c'est de généraliser le tiers payant, de couler les médecins sous la paperasse, et voilà. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce bouquin, parce qu'on s'est dit, mais jusqu'à quand ça va durer, quoi? Jusqu'à quand la gabegie va durer? Jusqu'à quand on va continuer à dépenser plus de 10 milliards en médicaments que les autres Européens? Et jusqu'à quand on va continuer à dépenser plus de 25 milliards en hospitalisation sans que rien ne change? Et jusqu'à quand on va accepter que les complémentaires piquent chaque année 5 milliards aux Français sans leur rendre, avec des frais de gestion de 25%? Et une complaisance du gouvernement à l'égard des complémentaires qui est absolument étonnante, qui est un peu moins étonnante quand on lit le livre et qu'on voit le nombre de députés et de ministres qui ont eu des emplois parfois fictifs, qui ont duré sur une durée. Il y a quand même une ministre qui a quand même été soupçonnée, accusée du moins d'avoir été pendant 16 ans dans un emploi fictif à
à l'ex-Nef, hein, donc quand même, c'est pas rien. Donc quand on voit les liens étroits entre cette complémentaire et les députés, les rapporteurs, notamment les rapporteurs de la loi, hein, donc on se dit, mais combien de temps ça va durer? Comprenez? Donc c'est pour ça qu'on est un petit peu énervé de voir qu'on accuse les médecins, alors que la vraie urgence, le vrai problème d'accès aux soins, ce serait d'avoir le vrai problème d'accès aux soins, c'est d'avoir accès à un médecin libéral. Hein. On est en train de dégoûter les jeunes médecins de s'installer en libéral. Et ça va être ça le vrai problème d'accès aux soins. Ça ne va pas être le problème de payer ou de ne pas payer un médecin. Voilà le problème. Là aujourd'hui, une dernière question. On considère qu'il y a à peu près combien, au sortir des études médicales, justement à cause de cet état de fait qui est quand même assez catastrophique, il y a à peu près 20% d'étudiants qui envisagent de s'installer ou... Alors c'est quand même un peu moins que ça quand même, parce que c'est moins catastrophique que ça, mais quand même ça l'est. Il y a 30 ans, 60% des médecins s'installaient en libéral. Maintenant, il y en a plus de 30%. D'accord. Et sur les 30% qui s'installent en libéral, moins de 9% le font la première année. Et les autres mettent 10 ans à s'installer. Donc on voit bien que l'urgence, c'était de déclencher un plan Marshall sur la médecine libérale, de faire en sorte que les médecins travaillent dans les mêmes conditions que leurs voisins européens, c'est-à-dire avec 2,4 salariés par médecin. Et les médecins actuellement en France travaillent avec 0,3 salariés par médecin. Donc la vraie urgence, ce qu'on nous demande, ce n'est pas de l'argent. Ce sont des moyens pour travailler correctement. Quand on te demande des moyens... Et ça concerne votre santé. Hein, quand on demande des moyens pour accueillir correctement les patients, c'est-à-dire qu'on puisse travailler avec une secrétaire, qu'on puisse travailler avec une infirmière ou du personnel administratif, avec 2,4 salariés par médecin, vous créez de l'emploi. Et c'est de l'emploi qui est non délocalisable. On ne va pas nous refaire le coup de la prime à la casse où les Français ont payé avec leurs impôts, ils ont payé la construction d'une usine au Maroc et une autre en Turquie. Là, c'est un investissement pour des emplois en France et des emplois durables. Et en plus, avec la perspective que les jeunes, s'ils bossent dans de bonnes conditions, auront de nouveau envie de s'installer. Là, lorsqu'il y a eu la discussion sur le tiers payant généralisé au ministère, les jeunes médecins, le représentant des jeunes médecins a clairement dit au ministère, mais si vous nous collez davantage de paperasse, nous ne nous installerons pas. C'est ça, hein. Sur quel ton il faut le dire à la ministre pour qu'elle comprenne ou que le gouvernement comprenne enfin qu'on en a marre de faire des tâches administratives et qu'on voudrait avoir du temps pour soigner les médecins. Et donc c'est ça le problème, c'est 30%. 60% il y a 30 ans, 30% maintenant, et 9% d'installation, alors qu'il y a encore 7-8 ans, ils étaient 14% à s'installer la première année. Donc la courbe est en train de descendre, ça s'effondre, on prétend vouloir inonder la France de maisons de santé pluridisciplinaires, on a vu la moitié du gouvernement se déplacer en province pour vanter la redynamisation de la province avec les maisons de santé pluridisciplinaires. On dit qu'il va y avoir 800 maisons de santé pluridisciplinaires. On se demande pourquoi le gouvernement n'est pas allé à Château-Chinon. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de discours dans tous les sens. Château-Chinon est la première maison de santé pluridisciplinaire installée depuis 4 ans où il n'y a plus de médecins généralistes. Plus de médecins généralistes dans une maison de santé pluridisciplinaire et le gouvernement n'a même pas été capable de sauver celle-là. Non, mais c'est complètement fou. Mais écoutez, avant de nous séparer, si vous souhaitez beaucoup plus de renseignements, je pense que ce serait extrêmement utile pour que vous compreniez un petit peu la situation. Je vous rappelle donc le livre de Dr Jean-Paul Amand et Daniel Rosenweig, La fin de notre système de santé. Il y a quand même un point d'interrogation. Et avec un point d'interrogation, oui, c'est pas une affirmation. On manque pas d'espoir. C'est pas, voilà, exactement, on manque absolument pas d'espoir. Bon, eh bien, à très bientôt, parce que nous suivons votre combat de très près, et merci encore pour votre présence aujourd'hui. Merci.